1957. C'est-à-dire qu'il y a une crise de la fondation, n'est-ce pas, des bases de notre Église. C'est de là que ça provient. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que nous avons ce qu'on peut appeler une crise de régime. Parce que la crise, elle est constitutionnelle, mais c'est une crise de régime. Parce que tous les ingrédients pour traduire en réalité que c'est ça, nous avons, par exemple, le non-respect du suffrage universel. Voyez-vous, lorsqu'on est élu, on doit avoir la capacité et la possibilité, n'est-ce pas, de travailler, de dérouler le programme de travail pour lequel on a été élu. Alors, nous avons donc ce refus, hein, ce refus et cette tentation des perdants de 2022 à l'Assemblée générale à Kiki, hein, de vouloir reprendre par d'autres voies ce qui est conféré démocratiquement à un élu. Le pasteur Abbé Solozé a été élu secrétaire général avec un score inégalé et jamais connu dans cette église. On ne peut pas par des portes à côté chercher à retirer cette légitimité. Et bien, nous avons également les ingrédients dans cette crise de régime. Nous avons le non-respect de la répartition des pouvoirs. Voyez-vous, le système de gouvernement de notre église a en son sein 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir parlementaire, et je vais insister sur cette appellation, parce que les gens parlaient généralement du pouvoir législatif. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire. Alors, si l'un des pouvoirs cherche à s'accaparer du contenu de notre pouvoir, et alors il y a crise. On ne peut pas avancer. Ensuite, il y a aussi le non-respect du personnel de l'Église régulièrement mis en place par l'Assemblée générale. Quand vous avez ces différents éléments, je pourrais en citer plus, mais vu le temps que nous avons, nous disons il y a crise de régime. Et voilà. Donc, c'est pour ces raisons que l'Assemblée que l'on veut, il y a l'Assemblée, c'est encore tout un autre sujet. On peut revenir là-dessus. Justement, je voulais juste qu'on sache pourquoi pas l'Assemblée, pourquoi le conclave doctrinal. Le conclave doctrinal, c'est un chemin pacifique. C'est un chemin pacifique. C'est un chemin pacifique. Et bon, lorsque le conclave doctrinal est là, qui est invité à ce conclave? Parce que depuis un certain temps, on voit dans les réseaux sociaux et autres, les gens commencent déjà soit à se positionner, soit à se demander qui peut être, est-ce que ça sera toujours les modérateurs et autres, encore que il y a toujours un problème de la qualité des délégués aux assises. C'est justement pour ça, je suppose, que parmi les participants au conclave, c'est quelque chose qui doit être vraiment sérieux. Qui doit avoir, qui est invité à ce conclave pour réfléchir pour la sortie des crises de cette église? Je vous remercie de cette question parce que depuis notre première sortie sur le conclave, il y a effectivement une houle qui monte. On constate qu'il y a naturellement ceux qui sont intéressés et qui veulent participer. Et il y a aussi toujours les caciques qui, s'ils ne trouvent pas leur compte, bon, pourront dire, chanter une autre chanson. Qui ne peuvent pas savoir s'il y a un compte à retrouver. Bon, voilà. Le problème, c'est que nous ne venons pas. Le conclave doctrinal, ce n'est pas une affaire commerciale où les gens vont venir pour se partager de l'argent. Parce que le problème de l'EPC, c'est que dans le fonctionnement de l'Assemblée générale, il a été instauré dans l'esprit des pasteurs et beaucoup de délégués que c'est la mangeoire. Hein? Donc il faut avoir le modérateur pour, n'est-ce pas, faire la répartition des postes, des gâteaux. Alors, ce n'est pas ça l'Église présidente camerounaise. Malheureusement, c'est une sorte de superposition qui s'est faite avec le chemin et qui aujourd'hui s'est installée comme si c'est ça l'Église, mais alors que ce n'est pas ça. Alors le conclave doctrinal n'a rien à voir. Nous ne sommes pas dans des répartitions de postes, nous ne sommes pas là pour chercher de l'argent. Nous appelons ici la présence des personnes avisées. Parce que dans chaque consistoire, il y a des personnes avisées. Chacun est libre de prendre la parole. Il n'y a pas de discrimination. Ce n'est pas une rencontre où on va venir avec des casquettes
de X ou Y. Les seules personnes que nous appelons, qui sont des pasteurs qui ont l'expérience d'avoir été aux hautes responsabilités et qui ont certainement des choses qu'ils ont vues, peut-être même qu'ils ont décriées, mais qui n'ont pas été suivies. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est faire venir les ce panel pour permettre, n'est-ce pas, qu'un travail de réflexion profond. Je voulais aussi embrayer là-dessus, sur la question doctrinale. Voyez-vous, si quelqu'un ne sait pas ce que c'est que la doctrine, le conclave ne l'intéresse pas. Il va tirer à boulet rouge. Parce que quand on ne connaît pas, on décrit, on dit tout ce qu'on veut. Eh bien, la réunion que nous entendons, ce conclave, cette rencontre, c'est pour parler de la confession de foi. Notre confession de foi. Si nous n'avons pas de base solide sur le plan de la foi, nous ne pouvons pas partager, nous ne pouvons pas avancer. On va continuer chacun dans son petit coin à tirer sur l'autre. La confession de foi est le moteur dans notre Église pour la vie de notre Église. Alors, révérend pasteur, ainsi dit, il y a quand même certains responsables qui ont fait des sorties dans les réseaux sociaux pour justement condamner ce conclave, le qualifiant d'anticonstitutionnel. Est-ce qu'en temps de crise, il n'y a pas moyen peut-être de faire quelque chose pour justement pour sortir de cette crise? Qu'est-ce que ça vous explique? Quelle est l'assurance que vous pouvez donner à ces personnes peut-être qui pensent que ce conclave est autre chose que de les mettre de côté? D'abord, premièrement, je voulais le dire pour que chacun le comprenne, parce qu'il y a des supputations. Lorsque la crise éclate, je suis conseiller constitutionnel du secrétaire général de l'EPC. Il m'a nommé. Ensuite, l'Église m'a nommé comme directeur de l'éducation chrétienne. Eh bien, je porte deux casquettes. La première casquette m'amène à conseiller le secrétaire général et à défendre la Constitution pour rester dans le cadre normal. Mais je ne suis pas prisonnier, n'est-ce pas, de cette fonction. Parce que si il s'avérait que le secrétaire général s'était départi des textes, je ne pense pas que le conseiller que je suis aurait continué à soutenir pour dire non. Nous ne défendons pas un individu appelé apostolosé Célestin. Nous défendons l'institution de notre église qu'on appelle le secrétariat général. Et alors, ça peut être Roger qui est là, ça peut être n'importe qui, on agirait pareil. Parce que c'est d'ailleurs la position qui est rejointe par les autorités qui reconnaissent qu'il y a des textes qui font voilà. Donc, maintenant, pour en venir à la sortie, parce que j'ai appris ça il y a seulement hier, qu'il y avait un communiqué du modérateur de la 67e Assemblée Générale qui parle beaucoup de choses. Donc, premièrement, le commentaire que j'en fais, c'est que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une crise de régime et qu'il y avait des confusions dans les répartitions des rôles et pas mal de choses. Ça, cette sortie, cette lettre, je ne sais pas dans quelle forme ça se trouve, à qui elle est adressée, elle est adressée apparemment à des juridictions. Bon, ça confirme vraiment la crise. Je pense que, est-ce que c'est anticonstitutionnel de rechercher la paix? Parce que j'apprends qu'il y a des propos, enfin, j'ai pas eu le temps vraiment de m'intéresser, parce que je ne veux pas être dans la diversion, dans la distraction. Parce que si, bon, je vais parler un peu, 2 minutes. Le modérateur de la 67e Assemblée Générale, il faut que l'opinion publique le sache. Il est élu, mais il est suspendu. J'explique. Oui. Voici quand même un curieux modérateur. Sur tous les modérateurs que l'EPC a eu, il a eu cette malchance, n'est-ce pas, d'être élu. C'est comme, vous savez, les concours de Masterchef. Vous voyez à la télévision, top départ, chacun a les ingrédients pour faire la cuisine. Vous avez votre morceau de viande ou quoi que ce soit. Bon, vous avez les messettes, les oignons et tout ça. Bon. Et puis, vous avez un temps pour faire la cuisine. Il a été élu un mardi, et jusqu'à vendredi, il n'a pas pu faire la cuisine. Alors, voilà quelqu'un qui n'a pas pu faire le job, il n'a pas de vice-modérateur, il n'a pas élu un vice-modérateur, il n'a pas nommé un vice-modérateur, il avait la liberté de le faire. Les comités pour travailler à l'Assemblée, il ne l'a pas fait. Et puis, il y a pas mal d'autres choses. Bon, alors maintenant,
la marmite est là, la viande a pourri. Il revient des jours après pour demander qu'on lui redonne encore. Vous savez, si on vous donne un véhicule, vous conduisez, vous le jetez, il y a accident. Bon, quand vous sortez de là, ne demandez pas les clés. Laissez d'abord les mécaniciens s'occuper du véhicule pour que le véhicule soit en état, n'est-ce pas, de pouvoir être à nouveau en service. Alors, le conclave doctrinal a pour vocation d'aider, de contribuer ici pacifiquement à ce que notre Église reprenne. Parce que dans les conditions actuelles, toutes les tentatives ont échoué. Maintenant, le modérateur de l'Assemblée générale, je vous pose la question. Je vois, on me dit un bureau de l'Assemblée générale. Vous savez, dans le règlement intérieur et dans les différents textes de l'EPC, le bureau n'est pas représenté parce que dans notre Église, c'est le secrétariat général qui est le siège. Et toutes les correspondances qui viennent du secrétariat général ont pour, n'est-ce pas, logo, c'est à la tête, c'est le secrétaire, et c'est le secrétaire général qui fait les correspondances. Ça veut dire que, pour ne pas vous couper, directeur département de l'éducation chrétienne, lorsque vous faites une correspondance, l'entête, c'est le secrétariat général. C'est le secrétariat général. Et non de l'Assemblée. Et alors, ce qui est curieux, le modérateur de l'Assemblée générale peut signer, il met un cachet sur un document bizarre, notre Église, mais avec l'adresse email du secrétaire général. Imaginez qu'on fasse une correspondance. Elle va se retrouver entre les mains de qui? Du secrétaire général. C'est une supercherie. Alors moi, je pense que il faut dire les choses crûment. Lorsqu'on cherche à mobiliser l'opinion publique, les autorités, il faut d'abord connaître soi-même ce que l'on est. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, être le modérateur élu qui n'a pas pu travailler, qui n'a rien fait. Vous allez vous sortir dans toutes les manifestations, vous êtes invité, ou vous vous faites inviter comme, on dit, une visite non officielle, des visites non officielles, mais au cours desquelles vous faites des déclarations, vous prenez des gens, vous les nommez. Est-ce que le modérateur de l'Assemblée générale a qualité pour nommer? C'est les comités de l'Assemblée générale qui viennent avec des propositions, et lui, en tant que modérateur, laisse que la juridiction prenne la décision. Il est devenu tout seul comité de correspondance de l'Assemblée, donc il n'a pas besoin de comité. Et c'est là où je vais revenir sur la question de pouvoir parlementaire. Le pouvoir parlementaire, c'est dans un cadre. Pendant un temps limité, vous êtes dans le Parlement, vous travaillez, les décisions sont prises. Ensuite, ce paquet est remis à l'exécutif qui fait le job. Maintenant, nous avons un modérateur qui, on peut comprendre, vous savez, quand vous restez dans les jupettes, disons, d'autres constitutionnalistes, vous pouvez faire fausse route. Moi, je ne suis pas dans les jupettes, avec 30 ans sonné dans le ministère. Je pense clairement qu'il n'a pas vocation d'écrire des lettres, et on peut lui pardonner, on pourra dire, tu ne savais pas. Parce que si on recherche la paix, ne nous accrochons pas sur les erreurs que les uns et les autres ont pu faire. Nous devons rechercher la voie qui permet pour que l'Église redémarre. L'EPC, ce n'est pas une église de l'administration des postes, c'est une église qui a une confession de foi, et ces pasteurs ont le devoir de connaître cette confession de foi pour être mieux au service des chrétiens. Merci, révérend pasteur Jacques-René Tchom. Bon, cette actualité est brûlante parce que ça se prépare. Nous allons continuer peut-être à vous recevoir. Toutefois, si nous sommes sollicités pour, en attendant, nous vous disons merci pour ces éclairages. On dit que le conclave, c'est justement pour essayer de remettre l'Église sur... C'est une troisième fois pour permettre à l'Église de sortir de la crise. Merci une fois encore. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, Kambundela se poursuit maintenant avec...